Bonsoir. Au menu de l'actu et débat de ce jeudi, des sujets brûlants de l'actualité immédiate passés à la loupe de mes deux invités de ce soir. Nos partenaires du jeudi sur actu et débat, Arimi Choubade et Dissel Amoussou, qu'on ne présente plus. Merci de nous renouveler votre disponibilité sur cette émission, chers invités. Arimi Choubade, bonsoir. Oui, bonsoir Bill, bonsoir Distel, bonsoir les techniciens. Derrière la belle vitrine là-bas, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Dissel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Boris Bill Aïtidji, bonsoir aux amis auditeurs de Radio Cotonou. Le 47e président des États-Unis est connu, vous le savez. Qu'est-ce qui a milité en faveur du renouvellement de la confiance à Donald Trump et qu'est-ce qui pourrait changer avec sa venue pour l'Afrique? Nous le verrons tout à l'heure avec vous. Nous parlerons également de cette affaire qui fait frissonner la toile, des vidéos d'une grosse personnalité équato-guinéenne qui opère même dans les bureaux de l'administration. L'administration béninoise est-elle autant clean au point de ne pas avoir en son sein des Balthazar? Devra-t-on en avoir peur? Toutes les réponses à ces préoccupations, c'est dans la suite. Merci de rester avec nous sur Radio Cotonou. À nouveau, bonsoir. L'éminent juriste et ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Ollot s'est exprimé au micro de nos confrères de Eden TV sur l'affaire qualifiée d'atteinte à la sûreté de l'État. Théodore Ollot pense que c'est un abus de langage de parler de coup d'État. Juridiquement, poursuit-il, ce n'est pas le cas parce que les personnes citées n'ont aucune fonction qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel, selon l'ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Ollot, que je vous propose de suivre à nouveau. Le coup d'État suppose la conquête du pouvoir par une autorité instituée en violation de l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi le coup d'État se termine par la suspension de la Constitution. Quand c'est militaire, ça veut dire que c'est le chef d'état-major ou le commandant d'une unité de l'armée. Quand vous prenez un président qui a prêté serment sur une constitution, qui dit que ce mandat est limité à 2, qu'il modifie la constitution pour avoir un troisième mandat, il viole également la constitution pour conserver ou pour aller conquérir le pouvoir. Là, il y a un coup d'État. Donc il y a le coup d'État militaire, le coup d'État civil. Il y a peut-être menace sur la sécurité de l'État, il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a peut-être volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais juridiquement, on ne peut pas dire qu'il y a coup d'État parce que l'un est toujours un homme d'affaires, l'autre est un ancien ministre, il n'est plus en activité, même s'il était ministre, il n'a pas les moyens en réalité de porter atteinte, de violer l'ordre constitutionnel. Donc c'est un abus de langage de parler de coup d'État. Qu'il y a maintenant menace sur la sûreté, complot et autres, c'est possible, c'est les juristes, c'est les magistrats qui doivent pouvoir le définir et l'apprécier. Choubade, vous avez suivi le constitutionnaliste, ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Ollot. Vous a-t-il apporté, de par ses explications, davantage d'éclairage sur le dossier? Vous avez dit ici dans ce studio que le dossier vous paraît flou. Oui, c'est le professeur Ollot qui parle. J'avoue que personnellement, je n'ai pas compris grand-chose. Non. De ses propos? Oui, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que le coup d'État n'a pas été réalisé que ce n'est pas un coup d'État? Est-ce parce que c'est encore à l'étape de préparation ou de menace que ce n'est pas... Enfin, Vous n'avez pas compris grand-chose. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, il dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une tentative de... Il a expliqué d'abord la terminologie. D'abord, moi j'ai beaucoup de mal à suivre les juristes qui ne font pas de référence, qui n'ont pas de référentiel juridique. Il n'a pas cité un article, il n'a pas explicité ça par rapport à un test. C'est comme si c'est son bon sens à lui. C'est trop léger. Moi, je ne sais pas quelle était même l'utilité de cet exercice, de venir dire oui. Parce que le procureur spécial a parlé. Le procureur spécial a dit que les gens, par la violence, ont voulu prendre le pouvoir, faire un coup d'État. Enfin, je crois que le procureur spécial a utilisé le mot coup d'État. Et ce n'est pas une question de juriste, c'est une question de magistrat. Il faut bien faire la nuance. Le juriste, lui, c'est un spéculateur de droit. C'est un scientifique, si vous voulez. Il peut, rien le langage, il peut dire quelque chose au contraire. Mais le magistrat, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il a une obligation liée à sa conscience professionnelle. Lui, il ne peut pas se lever et dire n'importe quoi. Moi, je préfère, même si je ne suis pas d'accord avec le procureur spécial, je préfère prendre... Lui-même, à la fin, il a fait référence à la déclaration du procureur spécial. C'est lui qui a le dossier, c'est lui qui applique des tests. Et Ollot n'appliquait aucun test. Il s'expliquait. Il exprimait, je sais pas, il voulait faire savoir
sa culture du droit, sa grande connaissance des systèmes juridiques, tout ça, mais il n'est pas magistrat. Mais là, il a précisé qu'il pourrait avoir atteinte à la sûreté de l'État. Il n'a aucun élément, il n'a cité aucun élément concret du dossier, il n'a fait référence à aucun texte de loi, il a juste expliqué, il s'est même défini comme un juriste, là je suis d'accord avec lui. Comme je le disais, c'est un universitaire, c'est un spéculateur du droit, c'est quelqu'un qui est dans la thèse, l'antithèse et la synthèse, si vous voulez, mais il n'est pas dans l'application concrète d'un phénomène qui s'est déroulé. Il n'a pas éprouvé les éléments de l'enquête, je ne sais pas, les dispositions juridiques qui ont été exploitées. N'oubliez pas que dans la communication de cette histoire, on nous a déjà donné une tentation de définition. Je me souviens, le général Guyan et je crois M. Korovi qui s'était rendu chez le roi de Niki, et ils ont expliqué que c'était sur instruction du chef de l'État et qu'ils ont rencontré le chef de l'État et que c'est après ça qu'ils sont venus voir le roi et que ce qu'il faut dire que c'est une tentative de corruption à coup d'État. Enfin, si vous voulez, c'est presque la version du chef de l'État puisqu'il venait de rencontrer le chef de l'État. Le procureur spécial dit ils ont voulu de façon violente faire coup d'État. Quelqu'un avait même dit mais est-ce qu'on peut faire de manière pacifique un coup d'État? Bon. Et après maintenant on a un juriste confirmé qui vient dire oui que c'est pas si, c'est peut-être tentative, mais c'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une logique dans ce qu'il a dit? Sa logique, à lui, tout le monde a une logique, comme ce que je suis en train de dire, a une logique. Je suis dans ma logique. C'est pour ça que je vous dis, si on rentre dans les questions de juriste, ça ira dans tous les sens. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne vous fiez jamais à une parole de juriste, surtout un universitaire. Il n'a aucune obligation. Hein? Il est là dans la spéculation, il est là dans la thèse, l'antithèse, la synthèse, tout ce que vous voulez. Il est là pour rendre ce qui est possible impossible et ce qui est impossible possible. Il veut peut-être faire évoluer le droit, il veut faire les débats. Mais ici, nous sommes dans la conscience du juge, qui a des individus devant lui, qui a des faits devant lui et qui doit rendre une décision. Lui, il est engagé. Il est engagé et il est investi du pouvoir de rendre la justice au nom du peuple. Ce qui n'est pas le cas du professeur Olo. Il a fait sa démonstration en fonction de sa logique à lui. Et moi, je suis resté sur ma fait parce qu'il n'a pas évoqué des faits, des éléments du dossier. Il n'a pas évoqué, il n'a pas fait de référence légale. Et moi, voilà, je veux comprendre. Je ne veux pas qu'on me dise puisque quand vous allez prendre les avocats des mises en cause, ils ne seront pas en phase avec ce que le professeur Olo a dit. Et pourtant, ils sont aussi des juristes. Et c'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un vous dit juriste, voilà, commencez soit à vous écouter, si ce qu'il vous dit vous plaît, soit, mais y prêter foi, c'est un autre problème. Vous comprenez donc? Voilà, moi, il m'a beaucoup plus déprogrammé que renseigné davantage. Oui, tout à fait, j'essayais de comprendre. Moi aussi, j'essayais de comprendre ce que le procureur spécial a dit, en ce qu'il a, la manière dont on a conduit les enquêtes, qu'on a dénaturé les preuves, hein? On a déjà dit ça ici plusieurs fois, comment c'est pas sur place qu'on a compté les billets avec constat d'huissier, etc. Mais c'est après coup qu'on nous a montré des billets sur des diapos, hein? Et puis l'heure à laquelle on a fait la descente sur les lieux, et le rôle ambigu de celui qu'on pensait être la taupe pour le lièvre, je ne sais pas, qui a conduit les enquêteurs vers et puis l'arrestation de l'autre côté. Bon, voilà. Donc, on était dans cette nébuleuse et lui, il apparaît pour dire non. Et puis, pour nous faire un débat sémantique, juridico-soporifique, si vous voulez. Bon, moi-même, je ne vous comprends plus. Voilà, si vous avez compris, je vous ai expliqué. Est-ce que le juriste vous a... Il est difficile d'expliquer ce qu'on n'a pas compris. Est-ce que le juriste vous a apporté plus de clarification? Bon, écoutez, vous connaissez ma posture sur le dossier en lui-même. Vous n'en parlez pas, vous parlez maintenant, je n'ai pas de Théodore Olo. Maintenant, je n'ai pas souvenance que Théodore Olo soit partie prenante dans l'instruction du dossier.
Donc je ne sais pas pourquoi je vais m'attarder sur ces propos. C'est lorsque vous m'avez envoyé les thèmes de cette émission que je suis allé regarder. J'ai vu qu'il a transposé son amphithéâtre sur la toile. Et donc il a fait de la spéculation juridique, comme l'a su bien souligner Arimi Choubadé. Et donc il est libre de penser. Il est libre de penser, hein, et c'est un professeur. Dans la démarche de faire progresser le droit qui en lui-même est dynamique. Et je crois que, bon, il s'est essayé à cet exercice-là. Mais ce que je remarque le plus, c'est que Jean a parlé, il faut que Jacques parle. Et cela devient un cercle de m'as-tu vu, soutien en voici, soutien en veux-tu, me voici. Et j'ai comme l'impression que chacun veut faire donc son buzz, faire son apparition sur le dossier sans vraiment y connaître grand-chose. Alors à partir de ce moment, moi je continue de regarder la tête froide, le cœur bien au chaud et de suivre. Ce qui est intéressant, pourrait être intéressant pour moi, c'est donc le contenu du narratif du procureur spécial et puis la déclaration des mises en cause. Ce n'est qu'à l'aune de tout ceci qu'on pourra faire le croisement et les analyses nécessaires. Hein. Sinon, tout ce que nous faisons là, ou tout ce que les uns les autres font, c'est de la spéculation. Et moi, cet exercice ne me plaît pas du tout. Donc, je continue d'observer et de regarder. Arimi Choubadé, d'aucuns ont estimé, certains l'ont vitriolé, d'autres ont estimé quand même que le juriste est resté dans l'optique du procureur de la République quand il parle des charges, d'une des charges retenues qui est atteinte à la sûreté de l'État. Je n'ai pas compris. Vous parlez de qui? Du professeur Olo? Du professeur Olo, on parle toujours de lui. Oui, il est exprimé. Qu'il est dans l'optique du procureur de la République quand il dit que ce n'est pas un coup d'État, c'est plutôt, on pourrait parler plutôt d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce que je ne crois pas que c'est ce que le procureur spécial a dit. Hein. Je ne sais pas, le procureur spécial a parlé de coup d'État. Hein. Ou peut-être on va encore revisiter ce qu'il a dit. Oui, on a parlé d'atteinte à la sûreté de l'État, mais on a parlé également de tentative de prise de pouvoir ou quelque chose de ce genre-là. Hein? C'est pour ça qu'il dit... Si tu permets, à la première prise de parole, le procureur spécial a bien spécifié coup d'État. Et puis, quelques semaines après, il y a eu une progression, ce qu'ils appellent requalification des faits. Et donc, le groupe de mots coup d'État est tombé. Et on a parlé de complot, de corruption, atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux. Voilà. Voilà, donc si on est dans cette nébuleuse-là, je crois que le professeur Olo, comme tout le monde, parce qu'ici, il ne s'agit plus de faculté de droit et de spéculation. Encore que tu permets à Rémi, encore que si c'était en fac, moi je dis le professeur est passé à côté de l'administration, hein, de son savoir, parce qu'en réalité, hein, le code pénal béninois est là, tout le monde peut le visiter, il n'y a pas le groupe de mots coup d'État dans notre code pénal. C'est de l'incantation. C'est pour le code pénal béninois, il n'y a pas le groupe de mots coup d'État dedans. Et je mets au défi quiconque de me dire l'article et l'alinéa où je pourrais le trouver. Pourquoi vous faites cette référence? On ne devrait pas en parler, c'est ça? Pardon? On ne devrait pas en parler, c'est ça? Je ne sais pas si professeur du droit constitutionnel, et oui, c'est vrai, il n'est pas praticien du droit, mais il a été juge. Il a été juge constitutionnel, donc il a pratiqué le droit. S'il s'offre à cet exercice, c'est pour permettre quand même aux apprenants, aux étudiants, d'engranger du savoir. Et s'il est resté dans le flou artistique, flou spectaculaire, flou spéculatif, et je crois qu'il ne fait pas œuvre utile. Vous pensez également, comme disait Lamoussou, à Rémi Choubadé, qu'il y a trop d'avis sur ce sujet-là, de buzz là-dessus? Non, le professeur n'est pas sans savoir que le dossier est déjà devant la justice et que le procureur a déjà commis par émettre des qualifications de faits. Donc lui, on n'est plus à l'étape de qualification de faits. On va suivre l'évolution du tribunal. Ou alors il contredit ce que le procureur spécial a dit, ou il épouse ce qu'il a dit, mais il n'est pas... je ne sais pas, c'est pour ça que je dis que j'avais du mal à comprendre l'exercice.
Hein, j'avais du mal à comprendre l'exercice. Et comme je le dis, même dans le narratif de la complication autour de l'affaire, chacun va avec son vocabulaire. Mais je crois qu'ici, on est devant la justice et on devait être serein. Cela n'empêche que chacun puisse avoir son point de vue. Du moment où le procureur lui-même s'est adressé à l'opinion publique, c'est pour que le débat puisse exister et puisse évoluer. Donc, il n'a commis aucune infraction en s'exprimant. Eh ben, c'est pas parce qu'il s'est exprimé et qu'il s'appelle Théodore Oro que forcément lui aussi on ne devrait plus revenir sur ce qu'il a dit, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est normal, il a voulu participer au débat, il a participé au débat à sa manière, hein, tout comme d'autres sont venus pour dire bon, enfin, à leur avis il n'y a rien, que l'élément, d'autant plus que depuis bientôt 2 mois on n'a pas beaucoup évolué dans le dossier. Et voilà, on est toujours au premier narratif, ça revient, ça vient, ça revient, ça vient. Et on n'a pas de nouvelles arrestations, on n'a pas de nouveaux éléments, on n'a pas... Peut-être qu'on ne communique pas là-dessus. Et pourquoi on est venu nous dire alors ce qu'ils ont dit au début? S'ils savaient qu'ils n'avaient pas communiqué, voilà, est-ce qu'ils sont tenus de communiquer sur la pourquoi suite? pas la rue de la justice se rend contradictoirement et publiquement au nom du peuple? Et communique que on ne peut pas faire du contradictoire du public au nom du peuple sans être élu, bien entendu. C'est une fiction juridique, si vous voulez, et admise par tout le monde. Mais c'est raison de plus pour communiquer, pour expliquer au peuple qui vous a mandaté sans que vous ne passiez devant lui, que vous lui expliquez au fur et à mesure de l'évolution du dossier. C'est tout à fait classique. Pour vous, c'est déjà tard d'avoir des faits nouveaux? C'est depuis la deuxième moitié de septembre. Ça ne fait pas un mois. Tard ou tôt, ce n'est pas mon problème. Je constate seulement qu'il n'y a pas de faits nouveaux. Maintenant, s'il y a rien qu'ils ont caché par devant eux, ça ne m'empêche pas, moi, de dire qu'il n'y a pas de faits nouveaux. Tout simplement parce que c'est ce qui est rendu public. C'est assis là-bas de ça. On n'y a pas violer le secret des bureaux la nuit pour aller savoir ce qui se passe. Et si il ne pas nous dire ce qui se passe, on doit alors aller braquer les PV. Voilà, donc on est à l'étape où on devait être. Il n'y a pas de fait nouveau, il n'y a pas de nouvelles arrestations, il n'y a pas de. On nous a dit qu'il y a eu des auditions, on n'a jamais compris, on n'a jamais eu la suite. Les avocats aussi communiquent moins. Bon, enfin, voilà, c'est le constat que nous faisons. Que le dossier n'évolue pas. Coup d'État, 2 personnes arrêtées, sinon 3 au départ, après c'est devenu 2 à des endroits différents. On n'a pas pu établir la jonction entre les deux. Hein? On pensait qu'au fil des enquêtes, on allait découvrir des éléments pour les confondre. Et puis on était là quand on nous a annoncé les arrestations. Ensuite, le procureur est venu faire son jeu vidéo, je ne sais pas comment on va expliquer ça. Avec la conférence de presse, oui, pour être plus précis. Il y avait des projections. C'est de la vidéo, non? Voilà, donc après ça, on ne l'a plus revu. Hein? Bon, donc on constate, enfin pour le moment, on estime qu'il n'y a pas de faits nouveaux. Hein? Et bon, les faits nouveaux, ce sont les décès de 2 officiers parmi les enquêteurs ou un truc comme ça qui a défrayé la chronique. Même là encore, c'est vite fait, on a rapatrié les corps, enterré, et puis c'est clos. On ne peut pas savoir s'il y a une ramification. Et quoi, on devrait te convier aux obsèques ou quoi? Je sais pas. Non, par contre, nous avons eu des séquences sur les réseaux sociaux où les parents ont eu des mots très forts. Hein? Pour dire que oui, je ne sais pas si vous n'avez pas suivi, on a eu des séquences d'une partie des obsèques d'un des officiers qui a circulé sur les réseaux sociaux où les parents disaient clairement aux défunts de retrouver ces assassins, de se venger ou un truc comme ça. Bon, ensuite, tout ça là, on ne peut pas rester insensible sans faire une jonction avec le dossier lui-même. Vous comprenez? Donc voilà, ici, nous sommes à l'étape, on nous a laissé dans la spéculation, alors que quelqu'un aurait pu venir dire oui, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est un officier en mission qui est décédé dans telles conditions. Rien que ça, on n'a pas besoin d'une invitation pour venir aux obsèques. De toute façon, on nous a montré une partie des obsèques. Hein, avec la magie des réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas tout cacher. Et pas cacher quelque chose
pendant longtemps. On parle maintenant d'autre chose. Le gouvernement a fait un rappel sur l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans le Grand Nokoué. C'était lors de la traditionnelle rencontre des ministres ce mercredi où une mise en garde a été faite à l'endroit des, bien sûr, de ceux qui récidivent, suivant les propos. Je vais arriver du porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les 10 affichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler ce week-end, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Le gouvernement vient de faire appel, l'interdiction, il y avait eu courant, je crois, septembre 2023. Pourquoi les affichages, selon vous, persistent, malgré l'interdiction? Bon, écoutez, moi, vu comme ça, je n'aurai pas beaucoup d'éléments. Hein. Je n'aurai pas beaucoup d'éléments, mais ce que je sais, dans les grandes villes, dans les grands pays, n'est-ce pas, la gestion des panneaux publicitaires et de la pratique, n'est-ce pas, publicitaire d'affichage, incombe à la mairie. Et c'est donc à la veille des élections qu'on a connues récemment, en 2023 notamment, que cette décision-là est sortie. Et j'ai ouï dire que c'était pour contrôler les affichages et ne pas permettre aux candidats de l'opposition d'avoir les façades les mieux positionnées. Alors, nous sommes à l'avant-veille donc des élections générales de 2026 et cette décision-là est remise au goût du jour. Et je crois que ce n'est pas toujours dans la même optique. Et je voudrais m'interroger sur pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas la gestion de ces panneaux-là, de ces espaces-là, aux villes. Parce que ça va constituer quand même un peu de ressources aux villes qui vont renflouer leur caisse de recettes non imposées. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'affichage publicitaire sur le canal approprié. C'est sur des poteaux électriques, dans des feux tricolores, tout ça, quoi. Écoutez, allez en France partout, je reviens de Rueil-Malmaison, écoutez, partout, un jeune, il a un produit à vendre ou il a un article à vendre, il fait son affiche, il va coller sur le premier mur qu'il rencontre. C'est partout. Écoutez, moi je ne sais pas, je connais pas l'importance vraiment de cette décision qui passe à Conseil des ministres. Non, Conseil des ministres. Il faut dire les choses plus sérieuses que de ces broutilles-là. Il faut laisser la gestion de la ville à la ville, au maire de la ville, au conseil communal, pour qu'ils prennent les mesures, les décisions appropriées. Cette décision-là est d'une valeur moindre pour moi pour se retrouver au conseil des ministres. En conseil des ministres. Ouais, vous, les maires font quoi? Les conseils communaux font quoi en fait? La gestion de la ville incombe, enfin, du moins, selon les tests de la décentralisation. Mais il paraît que nous ne sommes plus en décentralisation, que nous sommes en recentralisation. Merci. Et donc, sinon, c'est à la ville, au maire et ses adjoints, c'est les conseillers communaux que cela incombe. Voyez-vous, que le conseil des ministres laisse les dossiers les plus brûlants du pays et s'attarde sur
éléments mineurs, moi je ne trouve pas d'intérêt. Au moment où le gouvernement s'attelle à reconstruire le cadre de vie, il devrait quand même s'y intéresser, non On ne construit pas la ville sans le cadre de vie, sans les acteurs élus de la ville. Voyez-vous, sinon pourquoi on les a élus? Pourquoi ils nous administrent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi est-ce qu'on paie les impôts pour eux? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Mais pourquoi le gouvernement est tenu de revenir sur cette décision? Est-ce que dans la chaîne, quelqu'un n'a pas fait son travail, c'est ça? Cela a dit ce que je pouvais dire et a même utilisé mes mots. Il a demandé la permission pour parler de la recentralisation. Donc vous pensez qu'on ne devrait pas en parler en Conseil des ministres? C'est pas normal que le gouvernement aille au bout de ses intentions pour abroger la loi sur la décentralisation. C'est moins hypocrite, c'est plus courageux et c'est plus transparent. On ne peut pas. C'est terrible. Jusqu'aux affiches, on sait que l'éclairage public est déjà dans la main du gouvernement. Balayage de rue, c'est dans la main du gouvernement. Assainissement, sous toutes ses formes, c'est déjà dans la main du gouvernement. Il reste quoi à la commune? Et on élit des maires. Bientôt, on va encore élire davantage. Et on les a élus, même les petits sous qui doivent gérer la mairie, on est allé tirer au sort des gens qui ne connaissent rien, au milieu dans lesquels on les parachute d'ailleurs. Avec tous les je ne peux pas vous raconter ce qu'on vit dans les administrations municipales, rien que pour obtenir un petit papier. C'est presque devenu de la magie. Parce qu'en réalité, on a vidé les professeurs de la chose. Vous savez, avant, pour être secrétaire général, il faut avoir un bagage intellectuel. Il faut passer par l'ENA, par exemple. Mais aujourd'hui, on a pris des gens qui n'avaient rien, qui n'ont jamais connu l'administration publique, qu'on allait tirer au sort. Et qu'on a placé à leur place, ils ont remplacé, on aurait pu même laisser les secrétaires généraux, continuer à gérer et puis dédoubler le poste de maire s'ils veulent. Mais on a pris le SE qui n'a pas la compétence, qui n'a pas la formation, pour remplacer et le maire et le secrétaire général à la fois. Avec tout ce qu'on remarque. Et on continue maintenant le gouvernement vient de s'occuper des poteaux électriques. De qui affiche quoi sur les murs. Parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse au cadre de vie, non? Non, écoutez, déjà le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est déjà de nous tracer des pistes cyclables. Ce n'est pas que ça. S'il vous plaît. Vous pensez que c'est les auditeurs de vie, c'est uniquement il faut déjà commencer par des opérations qui pourraient sauver des vies. Prenez Cotonou à Porto Novo. La piste cyclable qui est là, qui est conçue là, regardez son état. Et ce n'était même pas admis pour que les tricycles passent là-dessus. Mais aujourd'hui, si vous avez un tricycle devant vous qui va à son rythme, vous faites 4 heures pour quitter Cotonou et aller à Porto Novo. Mais on vous impose de passer sur cette piste cyclable là si vous êtes motocycliste. Les populations crient tous les jours. Écoutez les grognes sur Radio Cotonou. Tous les jours que Dieu crée. Que ce soit en français avec Naoum ou Yélian PD, écoutez en français, tous les jours vous allez entendre des grognes là-dessus. Écoutez avec Domal et Tata Amoussouga, vous allez écouter les populations. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas et c'est affichage sur poteau électrique qui est cadre de vie. De quoi on parle là? Non mais attendez. Mais vous dites que le gouvernement ne peut pas améliorer le cadre de vie sans les élus locaux. Mais c'est devant les élus locaux qu'on fait ces affichages-là, non? Vous êtes content de voir dans les feux tricolores, sur des poteaux électriques, je dis, de griffes, comment on dit, des produits pour, augmenter son sexe et tout ça. Est-ce que vous êtes content de voir des trucs comme ça? Vous voyez ça en France, puisque vous l'avez dit? Partout. C'est partout au monde. Dans toutes les grandes on écrit sur des pancartes. Ce n'est pas de l'information. Ce n'est pas l'information qui est importante. Ce n'est pas l'information qui est combattue ici. Mais c'est le fait d'afficher. De façon anarchique. De façon, appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce que le pays a mis en place des régies publicitaires adéquates pour ça? La presse n'a même pas de régie publicitaire. Et les quelques panneaux que nous avons là,
Posez la question au deuxième adjoint de la mairie de Cotonou, monsieur Adjagboni, qui a charge ce secteur-là. Mais c'est de la difficulté. C'est de la difficulté qu'on gère. Et si quelqu'un a un chien à vendre ou c'est pas un produit gingembre à vendre, vous voulez qu'il aille payer quoi dans quel contexte économique? Mais non, n'exagérons pas. Attardons-nous sur les choses essentielles. J'ai parlé de pistes cyclables. Regardez nos routes là. Il n'y a même plus de peinture. On demande aux motocyclistes de ranger, de serrer leur droite. Mais quelle est la limite? Quelle est la délimitation? Et ces faits-là créent des accidents tous les jours que Dieu crée. On devrait s'occuper de ça. C'est plus sérieux. Que le gouvernement s'attarde là-dessus. Paraîtrait pour moi plus sérieux que de parler d'affichage sur les poteaux électriques. Donc vous êtes tous d'accord que on devrait déléguer ça aux élus locaux, à Rémi? Non, vous savez, il y a eu pire que ça. C'est le gouvernement qui a dérégulé le secteur. Avant que lequel? Avant 2016, on n'a pas cette pagaille-là à Cotonou. Il y avait des régies pour les panneaux. Il y avait des gens qui avaient des concessions sur certains acteurs. Non, mais avant 2016, il y avait des affichages contre les murs. Non, c'est pas vrai. Tricolores. Vous ne voyez pas ça avant 2016? Non, parce que chaque agent qui a un contrat avec la mairie avait un secteur. Il ne peut pas laisser n'importe qui venir le concurrencer. Si vous avez un secteur, vous devez faire des affiches, et que vous voyez un autre qui met son affichage, vous commencez déjà pas à l'arracher, vous-même. On ne peut pas faire l'assainissement en dehors des acteurs du secteur. Et comme on appelle, il y a les services de nettoyage, de ramassage d'ordures, etc., qui eux aussi s'attellent à enlever les trucs sauvages qu'on pouvait mettre un peu partout. Et c'était expliqué, il y avait eu beaucoup de je me souviens, il y a eu la fameuse bagarre entre Gazette du Golfe et la mairie à l'époque, avec d'autres acteurs du secteur, sur les actes, et on avait attribué des actes à des agences qui faisaient presque la police elle-même sur l'espace. Vous voulez qu'on revienne à Saint-Amour, c'est ça? Non, c'est pas à Saint-Amour. On était dans un désordre quand les mairies ont décidé de prendre ce secteur à bas le corps et ont essayé de mettre de l'ordre. Puis subitement, on a amené le Grand Lokwe, qui n'est même pas une loi, qui a dépossédé, qui a dérégulé le secteur. Et aujourd'hui, on crie pour dire oui, c'est maintenant qu'il y a des affichages sauvages dans Cotonou, il faut lutter avec, et le conseil des ministres s'assoit pour... Et puis parlons de cadre de vie. Je ne sais pas si ce cadre de vie, c'est comme le ministre cadre de vie là, va prendre un bâton, circuler dans les rues pour discipliner les gens. Si c'est ça son histoire de cadre de vie, d'abord il ne peut pas, je comprends qu'il n'est pas... La dernière fois on a parlé de bâche ou de quoi, et là aujourd'hui... On comprend qu'il n'y a pas de bilan jusque-là. Moi je pensais que dès lors qu'on a un cadre de vie, qu'on allait évoluer dans la législation, notamment en ce qui concerne l'habitat, parce que l'habitat regroupe tout. Parce qu'on voit aujourd'hui même les nouvelles routes qu'on construit, où dès qu'on construit une route, tous les riverains commencent à avoir des problèmes parce qu'ils n'ont pas assez chez eux. Les routes sont au-dessus des maisons, l'eau rentre, il n'y a pas les pistes cyclables dont ils parlent et les trafics locaux n'existent plus. Tout ça. Et moi je crois que le ministère du cadre de vie allait venir pour définir un cadre législatif ou réglementaire pour que désormais... À un mois de la fin ou 2 mois de la fin de l'année, c'est des choses qui nous intéressent. Comment appelle-t-on? Agencer tout ça. Le cadre de vie, c'est-à-dire l'habitat, et puis les infrastructures, comment on va les harmoniser. C'est ce que je pensais quand on m'a parlé du ministère du cadre de vie. Mais arrêtez, c'est juste pour ramasser, pour prendre auprès des mairies les prérogatives en matière d'occupation de coins de rue ou de pancartes, etc. Si c'est ça, le ministère du cadre de vie, c'est un recul, un grand recul. Parce que rassurez-vous, en 2026, il y aura des affichages partout dans le cadre des élections générales. Il y en aura. Si la mesure vise à bloquer ça, je crois qu'on se trompe largement. Il y en aura même sur les rues. Parce qu'ailleurs, quand on dit campagne électorale, mais c'est une sorte de dynamique. Voyez-vous? Non, mais... Nous allons évoluer dans les échanges d'Istel Amosso. Arimou Choubadi, merci. Nous allons nous rendre maintenant sur le continent. Actu et débat.
Nous allons parler tout à l'heure du 47e président élu des États-Unis, mais avant, on va dire un mot sur ces vidéos choquantes qui brouissent depuis quelques jours la toile des films débats sexuels d'une personnalité influente équato-guinéenne. Un scandale sans précédent qui secoue depuis peu Malabo, une haute personnalité du pays, figure influente du paysage équato-guinéen, se retrouve au cœur d'un ouragan médiatique après la fuite massive des vidéos intimes impliquant plusieurs femmes, dont celle de la classe supérieure. Cette affaire prend des proportions inquiétantes et risque de déstabiliser les plus hautes sphères du pouvoir. Le haut responsable dont il s'agit impliqué dans ce scandale de Sestap opère même dans les bureaux de l'administration équato-guinéenne. Un reflet de ce qui se passe dans nos administrations, Arimi. Non, écoutez, je ne vois pas un problème à ce niveau. C'est devenu un gros problème parce que tout le monde veut aller voir les vidéos. Le gars moi, je ne vous parle pas de vidéos. Justement, si c'était un problème, voilà, ça dit. Et puis ça a été en Afrique, enfin, dans la plupart de nos pays, l'infidélité ou l'adultère n'est pas, ce ne sont pas des infractions pénales. Ce ne sont même pas des infractions tout court. Peut-être si vous êtes dans une procédure de divorce, vous pouvez utiliser ça pour accélérer la procédure ou avoir la décision en votre faveur ou des trucs de ce genre-là. Mais on ne prend pas, on n'arrête pas quelqu'un qui est en train de faire ces trucs-là avec un conjoint qui est déjà dans un lien de mariage ailleurs ou tout ça. Bon, les Africains ont choisi, ils ont choisi de ne pas pénaliser ces faits-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui on le voit, parce que c'est en vidéo, tout le monde veut avoir ces vidéos-là, qu'aujourd'hui ça devienne une infraction. Ça se passe chez nous, d'accord. Mais si tant est que cela était un danger ou un phénomène criard, on allait déjà se pencher sur ça. Tout le monde sait ce que tout le monde fait dans les bureaux. Vous allez dans les administrations. Tout le monde sait pas. Oui, tout le monde sait ce qui se passe. Allez-y, Arimi Choubali. Vous allez dans les administrations, même dans les causeries, on dit ah oui, mais voilà, j'ai vu ta copine tout à l'heure, alors qu'on sait très bien qu'elle est mariée à un autre. Hein, puisque vous savez, dans les administrations, on essaie de lutter. Quand on parle de harcèlement, vous avez des lois sur les violences sexuelles et tout ça, c'est un peu pour limiter les faits. Mais si vous avez des adultes qui se livrent à des... Vous parlez d'administration autant publique que privée ou publique? Oui, public ou privé. D'abord, privé, ça échappe à tout contrôle au Bénin. On parle du public, qui nous concerne tous, si vous voulez. Et comme je dis, c'est peut-être pour lutter déjà contre ça qu'on a des lois en dehors du harcèlement, du viol, de violence sexuelle, tout ça. Si les gens sont consentants, c'est compliqué. Hein? Bon, maintenant, même si on dit qu'il ne faut pas le faire dans les bureaux, il faut avoir la preuve que les gens l'ont fait dans le bureau. Est-ce qu'il faut placer des caméras dans chaque bureau? Je me souviens quand on avait fait la tour administrative en face du ministère des Affaires étrangères, où il avait dit oui, il faut que quand les gens passent, on puisse voir chacun dans ses bureaux. On était content des premiers jours, c'était transparent. En mettant des baies. C'était transparent. Hein? Jusqu'à présent, c'est transparent, mais 2 jours plus tard, les gens ont mis des calendriers, des badges, des ceci, et ce n'est plus transparent et personne n'a jamais rien dit jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Et donc, moi, je ne veux pas comprendre que ça soit un phénomène. Le monsieur, je ne sais pas comment ça s'est passé, et ces vidéos sont retrouvées sur la place publique. Le gros problème, c'est que tout le monde se jette pour aller voir les vidéos. C'est ça le problème. Quand ils vont finir de voir les cassants là, hein, et qu'il n'y a plus rouge. Vous savez que c'est cassant? Vous l'avez vu aussi? J'ai vu non, j'ai vu quoi? Ne personnalisez pas. Puisque vous me dites que c'est lui qui pose la question, est-ce qu'il n'a pas vu? Oui, dès que chacun a fini de voir, je suis convaincu que dès que chacun a fini de voir. Si le sujet ne t'aurait pas intéressé. Dès que vous avez fini de voir la vidéo, que vous ne connaissez personne dedans, ça ne va plus vous intéresser. C'est vrai que ça va être des drames, peut-être même des crimes dans les milieux où les gens se connaissent qui est dedans, quelqu'un a son épouse impliquée et tout, peut avoir des réactions incontrôlées et tout ça. On est d'accord que ça va créer des problèmes. Mais lorsqu'on dit que c'est un scandale, que c'est un... Et la preuve, c'est que le monsieur, on n'arrive pas à nous dire aujourd'hui ce qu'on peut lui reprocher. En dehors d'avoir fait ces trucs-là dans le bureau de l'administration, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'avoir eu des relations avec des femmes adultes consentantes, hein, mais leur statut de marié ne compte pas.
je veux parler de la loi. Maintenant, chacun peut le ramener à son éthique personnelle, à sa foi, à tout ce que vous voulez pour apprécier. On ne peut pas empêcher ça. Donc, pour vous résumer, ça se passe dans les bureaux, dans l'administration publique béninoise. Je ne peux pas vous dire que c'est ce que vous avez dit. Écoutez, moi, je n'ai pas été témoin d'un fait qui s'est passé, mais je vous dis, il y a de la proximité. Je vous dis, il y a de la proximité, et je vous dis, si on a commencé par dire... Il y a de la proximité, c'est-à-dire une femme, enfin, homme et femme sont dans le même bureau toute la journée. C'est de la proximité. Et puis, ils vont déjeuner à midi ensemble. Des fois, ils rentrent ensemble. Ils viennent ensemble, ou de tous ces gens-là, ça crée forcément... Est-ce que ça pourrait se passer dans les administrations chez nous? Non, ce n'est pas une question que vous avez posée. Si vous voulez savoir ça se passe, allez trouver chaque agent, demandez-lui si jamais il a eu de l'argent. Je vous pose la question ici à studio, vous êtes journaliste. Est-ce que ça pourrait? J'ai dit ça pourrait. Vous parlez du journaliste ou du phare. Moi, je ne consulte pas le phare. Et je ne peux pas vous dire que... Attends, tu es malheureux, hein, donc tu aurais... Je vais vous dire, la proximité... Tu ne vas pas renier ton histoire. La proximité crée forcément des relations. Oui. Et c'est parce que nous n'avons pas estimé que c'est un danger ou une infraction qu'on n'a pas réfléchi à ça. On laisse les gens. Vous vous souvenez qu'avant, on ne mettait pas les femmes et les hommes dans un même bureau. Même à l'école, il y avait les écoles mixtes. Enfin, il y avait les écoles de filles et les écoles de garçons. Après, on a dit que le monde a évolué et qu'il faut mettre tout le monde ensemble. Maintenant, vous avez mis tout le monde ensemble. Il paraît qu'il y a Notre-Dame maintenant, il y a les garçons qui s'inscrivent, non? Les gens font des trucs ensemble et on se révolte. Je vais entendre Destef sur la question. Est-ce que ça pourrait se passer dans nos administrations publiques ici au Bénin? C'est un phénomène de société qui interpelle, hein, qui doit convoquer l'éducation en nous. J'ai noté une progression dans les faits. Au départ, à la révélation donc de l'information des premières vidéos, j'ai senti un mélange de choc et de jubilation. Et puis la curiosité a poussé les uns et les autres à aller regarder de près les vidéos. Et puis, il naît aujourd'hui une sorte d'applaudissement. Et c'est ça le danger. La plupart des personnes que vous interrogez, que ce soit des hommes ou des femmes, on dit « Ah non, le gars, il est bon ». Le bout de phrase « Le gars, il est bon » m'inquiète. Il est bon en quoi? Chacun donne ses raisons. Alors, donc c'est un phénomène qui nous interpelle aujourd'hui par rapport à l'éducation que nous allons donner à nos enfants. C'est en cela que les personnalités morales, religieuses, doivent reprendre leur bâton de pèlerin pour leurs enseignements au niveau des pupilles, des enfants qu'ils reçoivent. Et dire que le sexe et le sang ne doivent pas constituer pour un être humain des objets d'attraction. Regardez quand il y a un accident ou quand il y a un incendie, avec quelle joie des personnes se posent pour filmer et diffuser. Il en est de même aujourd'hui face à cette agressivité sexuelle qu'on a à travers ces vidéos-là, où des personnes insoupçonnées t'écrivent une box, disent je n'ai pas eu suffisant, j'en ai vu que 10. Est-ce que tu peux m'en envoyer davantage? Les 400. Parce qu'on parle de 400. Arémi a parlé de 400. Alors, je ne connais pas le nombre. Alors donc, je dis, c'est une interpellation à la fois, une interpellation au respect de la femme, parce que nous assistons là presque à une chosification de la femme. Et l'instinct animal de l'homme nous pousse à penser qu'on peut ou qu'on doit égaler le fameux Balthazar. Alors, je dis, à ce rythme-là, vous allez voir dans les prochains jours une augmentation du taux d'AVC. Parce que certaines personnes vont courir vers certains produits dopants.
Et c'est le cœur qui va péter. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Est-ce que c'est une évidence que ça se produit dans nos administrations publiques? Dans les années 90, j'ai produit un reportage que j'ai publié dans le journal Le Progrès de Édouard Loco, où j'ai fait état de ce que la nuit, les ministères de notre pays, la plupart des ministères, notamment ceux qui sont logés dans la zone des cocotiers, zone de l'aéroport, la Air Vive, place des Martyrs, ces ministères-là se transforment la nuit en des chambres de passe. Ah bon? Oui. Et le phénomène perdure. À l'époque? Je dis, ça perdure. Le phénomène perdure aujourd'hui. Les gardiens, les agents de force de sécurité publique qui sont postés dans ces bâtiments-là pour la surveillance la nuit, louent littéralement les esplanades devant de ces ministères-là, de ces bâtiments-là, aux belles de nuit, aux travailleurs du sexe la nuit. Contre, je ne sais plus le montant, 1000 francs, 2000, où des actes se posent dans ces ministères-là, sur des cartons. Non, dans le cas présent, on parle des bureaux S'il vous plaît, sur des cartons. Moi, c'est ce que j'ai vu dans le cadre de mon enquête. Mais nous savons tous, enfin, nous ne pouvons pas savoir tous, lorsque vous poussez, n'est-ce pas, les investigations, surtout pour les chefs services, qui restent au bureau entre midi et 2 parce que venant de Torcan, Calavi, je ne sais où, pas où, pour venir officier à Cotonou, nous croisons et nous sachons qu'ils reçoivent des visites, notamment des visites de la gente féminine. Voyez-vous, c'est des choses qui s'observent. Et ces dames-là, qui ne rentrent pas entre midi et 2, qui sont, n'est-ce pas, dans l'administration publique ou privée, et qui ne rentrent pas, nous savons, nous observons des rapprochements entre collègues, entre chefs service et collaboratrices. Cela suffit pour dire que des choses Cela se font? ne suffit pas. C'est vous qui me posez la question. Donc il n'y a pas de Balthazar dans l'administration publique béninoise. On le saurait le dire d'emblée. D'accord? Il pourrait y avoir. On le saurait le dire d'emblée. Nous connaissons, écoutez, tout le monde a lu la secrétaire particulière de Jean Pliat. Voyez-vous, c'est des secrétaires particuliers, il y en a encore dans ce pays. Tout le monde a lu, Voyez-vous, tout le monde a lu les dénonciations de notre consoeur Angela. Angela, par exemple, Angela Damata. Donc, et d'autres personnes. Allez interroger les et si on a dû créer l'Institut des femmes, si on a dû créer Est-ce qu'on regarde de cette dénonciation, on pourrait dire que il y a des Balthazar au sein de l'administration publique? En tout cas, c'est lorsque cela s'éclate. Cela s'étale sur la place publique. Je vous dis que les relations entre deux hommes au Bénin n'est pas une infraction. C'est tout le problème. Parce que même si vous arrivez à découvrir que ça se fait, c'est le lieu qui est incriminé. Maintenant, le lieu et l'horaire. Par rapport au lieu, il faut pouvoir prouver. Par rapport au lieu, si c'est le gars qui est le chef de service ou le chef de la maison, il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas qui, enfin, à moins d'aller appeler la police pour venir faire le constat. Et quelle est la sanction? Si on s'en tient aux dénonciations dont vous venez de parler, est-ce qu'on doit craindre pour nos administrations publiques? Vous avez dit que privé, là, c'est pas des phénomènes nouveaux, ça. C'est pas des phénomènes nouveaux. On ne peut rien craindre. Tant qu'il y a la société vit avec ça. Tant qu'il y a consentement entre les individus, on ne peut rien craindre. Et puis c'est des adultes. Ce qu'on craint, c'est le harcèlement, le viol, les violences et tout. C'est tout. On sait qu'ils sont ensemble. Dès lors qu'on a dit, les gens peuvent rester ensemble, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parlant de dénonciation de notre consoeur Angela Peiga, mais on a parlé de l'OATB. Et après ça, il y a eu une dénonciation concernant un agent de l'Institut des femmes qui officiait anciennement à la présidence de la République. Donc vous voyez, c'est le sommet. Donc du coup, écoutez, la société, toute la société du coup, ça se produit. Vit pourquoi avec vous avez peur de phénomène-là. dire que ça se produit? Du coup, ça se produit. Mais écoutez, je ne suis pas témoin. Je ne peux pas exhiber. D'accord. Parce que c'est pas une infraction. À quoi ça te sert de dire qu'un homme et une femme ont une relation sexuelle?
Ou bien c'est le lieu qui vous intéresse? C'est le lieu, les bureaux de l'administration à l'heure du travail. Les bureaux qui ont d'antichambre. L'antichambre, c'est à quoi? Alors, on a mis des... C'est pas moi qui ai mis des antichambres. On a mis même des lits, des instruments de repos pour quelqu'un. D'accord. C'est pas moi qui ai mis des On antichambres. va quand même dire un mot sur le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, qui est élu président des États-Unis devant Kamala Harris. Il devient ainsi le 47e président. Résultat prévisible, disent-ils. C'est une honte pour la presse internationale, notamment la presse européenne. C'est une honte parce que cette brillante élection a tourné à l'envers et en bourrique, je vais dire. Et toutes les manigances, les manipulations de cette presse française occidentale. Et nous voyons aujourd'hui, s'il était encore de besoin, que cette presse-là devrait fermer sa porte. Qu'est-ce qui a milité en faveur du Donald Trump? Oui, les Américains l'ont préféré à l'autre. L'Amérique se révèle à elle-même entre cette vieille Amérique conservatrice qu'incarne Trump et l'Amérique flamboyante, la liberté des homosexuels, des étrangers, des guerres partout. Oui, voilà, c'est les deux Amériques qui sont affrontées et la puritaine a gagné. Bon, maintenant, on va voir si, dans les faits, il pourrait changer beaucoup de choses. Mais on a vu clairement que les gens étaient déçus de ce que le régime qui était là avait l'argent dans la politique. Justement, beaucoup pensent que des figures comme Donald Trump émergeront partout tant que l'État continuera à privilégier une élite au détriment des classes populaires dans la formulation de ses politiques. Votre avis? 30 secondes. Oui, je vous ai dit, c'est les deux Amériques qui sont affrontées. La conservatrice et celle qui se dit progressiste. Moderne. Moderne, voilà, celle qui se dit moderne. Et les gens, ils ont vu que là où on les entraîne, ils ne comprennent plus. Il y a tout un comportement, toute une déviance qui s'observe. Si on ne sait pas là où on va, on sait au moins. Voilà, on ne sait pas là où on va. Trump était plus rassurant pour dire, écoutez, tout ça, moi je vais mettre fin à ça, je vais mettre fin à l'invasion, parce que c'est ce qu'il dit. Les gens rentrent en désordre avec des mœurs. Il faut contrôler désormais. Je contrôle tout. Nous allons revenir à nous-mêmes, à nos valeurs. Et puis on verra s'il va réussir. Et s'il chasse tout le monde, tous les étrangers des États-Unis, moi, ça ne me gêne pas. Il veut rester chez lui. Et puis, vous savez, moi, j'ai une autre lecture. Et pour moi, l'avenir, pour moi, ce qui se joue aujourd'hui, c'est au Sahel, pas aux États-Unis. Parce que nous aussi, on veut être nous-mêmes. On verra si les nôtres vont réussir. S'ils réussissent à être eux-mêmes, ça veut dire que nous sommes obligés de les rejoindre. Bon, maintenant, s'ils échouent, ça va être la cata. Qu'est-ce que vous en pensez, Distel Amosso, que des figures comme Donald Trump vont émerger partout les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, doivent s'identifier des valeurs et revenir à ces valeurs-là. Et éviter de continuer à faire de la mimétisme de la déraison, n'est-ce pas? Faire du mimétisme de la déraison et s'identifier par rapport à des valeurs culturelles, valeurs d'être. De nos anciens, de nos héros, valeurs pas forcément de conservation, mais valeurs de dignité, valeurs d'homme. Merci Distel Amosso, Arémi Choubadé. Nos deux invités sur cette émission de ce jeudi, Patrice Béja, Job Chikpe, Brice Bill a été dit. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vôtres. Actu et débat.